plaît. Mr. Sikorsky, please. Mr. Sikorsky, on the middle. All right. What did you expect today? Hello. Hello. I would like to thank warmly, I've done it already, France's Minister for Europe and Foreign Affairs, my colleague Jean-Noël Barrot, for inviting me to Paris. I'm glad that we are continuing the Weimar Plus format that was initiated in Warsaw last November, and it's developing. Close coordination of our activities in the European and transatlantic circle remains imperative in the current geopolitical situation. I am very pleased that today's presence, we have members of the European Commission, the High Representative, Kaja Kallas, and Commissioner for Defence and Space, Andrius Kubilius. It's important that EU institutions are interested in our consultations. This meeting is taking place during the Polish presidency, and I'm glad that the agenda has accords with Poland's priorities. Poland is keen to provide fresh impetus for Europe's efforts to bolster security in several dimensions. Poland will unwaveringly seek intensified military support for Ukraine and continued pressure through sanctions on the Russian Federation. Further support for Ukraine and reinforcement of its defense capacity before potential talks with Russia will no doubt feature prominently in our discussions. Ukraine's security and stability are crucial for our continent, and I hope my partners share that view. We need to reinforce Europe's defense. Europe must have autonomous military capabilities developed while using Europe's defense industry's potential to full advantage. The Polish presidency has practical proposals in this regard, including the activation of EU funding mechanisms and new institutions, such as a possible European rearmament bank. Continued cooperation with the US administration is an important topic of our discussions. There is no better guarantee for the security of our continent than close transatlantic cooperations. But Europe should do more and more for its own defense, both for the sake of the alliance and for our own sakes. I truly believe that we can work together with the United States towards mutually beneficial rules of dialogue in regard to both security policy and trade policy. A strong Europe equals a strong United States of America and the transatlantic alliance. We share not only our values but also most of our interests, and together we can successfully take on the challenges posed by authoritarian regimes. Tomorrow I shall leave Paris for the capital of Bavaria to take part in the Munich Security Conference, where I sit on the advisory board. I expect further talks there on the topics we will have discussed today. US Secretary of State Marco Rubio has announced that he's coming to Munich. I expect the US Vice President to be there, Special Representative Kellogg, so I hope it's going to be another important conference at which history will happen. Thank you very much. What's your reaction to the declaration of the new Pentagon chief, Mr. Hegseth, who said in Brussels that there would be no US soldier in Ukraine and that Clause 5 of NATO would not apply to any security guarantee for Ukraine? I understand Secretary Hesketh is coming to Poland. We'll discuss these issues with him. Excuse me, I have to talk to the President. C'est normal, c'est pas chaotique. Hello, on the middle.
There, you have a map. You have a map behind you. Okay. Thank you so much. Gracias. I will speak first in Spanish on behalf of the Spanish press, and of course you can make any question in English or in French or of course in Spanish. Acudimos a esta nueva reunión del G5 en París para analizar la mejor forma de reforzar la seguridad europea. Tenemos que analizar, en primer lugar, la amenaza o las amenazas que se ciernen sobre Europa. Hay una muy clara, que es la agresión rusa a Ucrania, pero también tenemos que mirar hacia nuestra vecindad sur. La mejor forma de reforzar los partenariados con nuestros países socios y amigos en la zona, y también las amenazas que pueden venir desde la vecindad sur europea. En segundo lugar, tenemos que analizar los medios con los que cuenta Europa para hacer frente a esas amenazas. Y allí donde esos medios no sean suficientes, tenemos que analizar la mejor forma de financiarlos. Lo que tenemos que tener claro es que si la amenaza es a escala europea, la solución, la respuesta, los medios y la financiación tienen que ser también europeos. Vamos a tener un encuentro, una cena de trabajo al que se va a unir nuestro colega ucraniano y también del Reino Unido, y yo estoy seguro, desde luego España lo va a hacer, que vamos a reiterar que España está junto a Ucrania para conseguir que una guerra injusta no termine nunca con una paz injusta, para que principios tan básicos para Europa y para la Carta de Naciones Unidas como democracia, libertad, soberanía, independencia, se mantengan siempre en territorio europeo. Y, al mismo tiempo, vamos a tener ese diálogo con el Reino Unido. A pesar de que abandonó la Unión Europea, sigue siendo un socio fundamental para nuestra seguridad y comparte con nosotros una misma visión de las amenazas y una misma visión del mundo. Y, en último lugar, porque sé que ha habido varias solicitudes de información por parte de la prensa española, les confirmo que ayer se produjo el primer paso oficial de mercancías desde Melilla hacia Marruecos y por primera vez en la historia un paso de mercancías desde Ceuta hacia Marruecos. Las aduanas, tanto españolas como marroquíes, siguen trabajando hoy conjuntamente con total normalidad para que continúen esos pasos de mercancías a través de las aduanas de Ceuta por primera vez en la historia y de Melilla, y para que sea así en adelante y sin ninguna vuelta atrás. Y quedo a disposición de sus preguntas. I'm open to any question. Ministro, ¿qué le parecen las declaraciones del secretario de Defensa estadounidense, que dice que no es realista la entrada de Ucrania en la OTAN, que no es realista volver a la frontera de 2014 y que no habrá tropas estadounidenses en Ucrania? Aquí, por favor. Hay dos cosas al respecto. Una, no se puede decidir nada sobre Ucrania sin Ucrania. Y no se puede decidir nada sobre la seguridad europea, y la agresión rusa a Ucrania afecta claramente a la seguridad europea sin Europa, sobre todo porque Europa estamos a punto de entrar desgraciadamente en un cuarto año de agresión rusa a Ucrania, lleva todo ese tiempo apoyando a Ucrania. Al mismo tiempo, en estos momentos, todo lo que toca a Ucrania en la OTAN, no hay una solicitud de ingreso encima de la mesa, y tanto hace ya muchos años en la cumbre de Bucarest como muy recientemente en la cumbre de Washington se tomaron ya las decisiones, y ese asunto yo creo que ha quedado claramente encauzado. Ministro, hay una última hora de EFE en el que dice que el presidente de Estados Unidos habría hablado con Putin para que se inicien negociaciones para el final de la guerra en Ucrania. Lo ha anunciado en su red social X, y es la última hora que recoge la agencia EFE. Bueno, no estoy al corriente de cuáles son las conversaciones, evidentemente, que tiene el presidente de los Estados Unidos, que tiene legítimamente las conversaciones que él considere que tenga. E insisto, lo importante no es lo que hagan otros, sino qué vamos a hacer los europeos en cada momento. Y yo creo que esta noche, aquí en París, de lo que vamos a hablar es de un análisis conjunto de la situación del mundo para tener un análisis común y poder tomar también en conjunto las decisiones que los europeos debemos de tomar. Y, al mismo tiempo, una guerra injusta, una guerra de agresión injusta, no puede terminar con una paz injusta. No sería bueno, sin duda alguna, para la seguridad europea, pero tampoco sería bueno para la estabilidad en el mundo. Nadie estaría seguro
de que su vecino más poderoso no quiera un trozo de su integridad territorial o de su soberanía. Créame, los europeos, por supuesto España y el Gobierno de España, queremos la paz para Ucrania. Por supuesto, los ucranianos hace muy pocos días estaba en Ucrania. Es más, si por nosotros hubiera sido esta guerra, nunca hubiera empezado. Pero queremos que una guerra injusta termine con una paz justa. Yeah. A peace that is within the principles of the United Nations Charter. We cannot allow a war of aggression to be successful. This is not the jungle. This is not a matter of strength. We have a world order that is based on the United Nations Charter and that has been working since the end of the World War II on the benefit of everyone. Please. We heard the US Secretary of Defense today, who was saying no NATO for Ukraine, no US troops on the ground, no going back to 2014. We've just seen that President Trump said he's going to negotiate immediately with Putin. The Europeans seem to be discarded. Has the ship sailed for Ukraine, and have the Europeans been cast aside? I cannot speak on behalf of other governments. I can speak on behalf of the Spanish government and add my voice to the European voice. Nothing must be decided on Ukraine without Ukraine. We are talking about a sovereign country with a democratically elected government, and at the same time, nothing that affects the European security, and certainly the Russian aggression to Ukraine affects directly the European security, must be decided without Europe and without the European voice. Not only, but also because we have been all this time helping Ukraine to uphold its independence, its freedom, and its sovereignty. We want peace. Certainly we want peace. If it was to us, to the Europeans, this war would have never started. But I was saying, we think that an unfair and unjust peace, a war of aggression, cannot end with an unjust peace. We need a just peace, a peace within the principles of the United Nations Charter. It will be good for everyone, and it will be better to have a stable and peaceful world. If a war of aggression is successful, the world tomorrow will be more unstable. Thank you very much. Who will be negotiating from Europe? Minister. Other side. Álvarez. Álvarez, c'est quand même... Là, d'autres vont encore venir. Le chip. Je l'avais pas découvert. Hallo, schönen guten Abend. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zum Statement der Außenministerin vor diesem Treffen verschiedener europäischer Außenminister hier in Paris. Es wird danach, nach den Worten der Außenministerin, die Gelegenheit für 2 Fragen geben. Das Statement wird auf Deutsch sein. Frau Außenministerin. Bonsoir, einen schönen guten Abend. In ein paar Tagen kommen in München die Sicherheitspolitiker dies und jenseits des Atlantiks zusammen. Und es wird eine wichtige Sicherheitskonferenz sein, weil sie die Möglichkeit bietet, gerade von uns als Europäern in vertiefte Gespräche mit der neuen US-Administration einzutreten. Alle Augen richten sich dieser Tage erneut auf das Kostbarste, was wir im Herzen Europas haben, unseren Frieden und die Zurückgewinnung des Friedens für die Ukraine. Dafür braucht es eine gemeinsame Entschlossenheit und Geschlossenheit.
von uns als Europäern, aber gerade auch mit unseren amerikanischen Partnern und Freunden. Daher ist es so wichtig, dass wir heute hier in Paris erneut zusammenkommen, erneut innerhalb weniger Wochen, nachdem wir in Berlin zusammen waren, nachdem wir in Warschau zusammen waren, um als Europäer deutlich zu machen, wir stehen ein für das Kostbarste, was wir haben, für unseren Frieden. Wir Europäer leisten dafür unsere eigene besondere Verantwortung. Es braucht für den Frieden in Europa aber auch die Geschlossenheit mit unseren amerikanischen Partnern. Das Wichtigste für uns ist, dass wir endlich dazu kommen, nach diesen 3 Jahren des furchtbaren Kriegs Russlands gegen die Ukraine, dass der russische Präsident an den Verhandlungstisch kommt. Wir haben als Europäer immer deutlich gemacht, der Friedens- und Verhandlungstisch, er steht bereit, er ist offen. Putins Antwort war 3 Jahre lang Brutalität und Terror. Daher ist es wichtig, dass wir jetzt aus einer Position der Stärke heraus handeln. Frieden wird nur durch Stärke gelingen, nicht aber, wenn wir Putins Strategie der Terrorisierung und der Erpressung diese durchgehen lassen. Frieden wird nur gelingen, wenn die Ukraine eine bestmögliche Verhandlungsposition hat, und zwar eine eiserne und langfristige Sicherheitsperspektive. Das bedeutet finanziell, das bedeutet militärisch, das bedeutet politisch und wirtschaftlich eine geeinte Sicherheitsgarantie. Dafür müssen wir auf unsere amerikanischen Freunde zählen können. Dafür müssen wir als Europäer aber auch unseren eigenen Beitrag leisten. Die Elemente dafür haben wir in den vergangenen Monaten gemeinsam erarbeitet. Denn klar ist, wir als Europäer müssen für unsere eigene europäische Sicherheit und Verantwortung einstehen. Es geht nicht nur um den Frieden in der Ukraine, sondern es geht um den Frieden auf unserem europäischen Kontinent und dass er nie wieder in Gefahr geraten darf. Herr Blank, bitte. Eine Frage. Blank, Sie haben die Sicherheitsgarantien angesprochen. Der amerikanische Verteidigungsminister hat heute gesagt, die Amerikaner würden sich nicht mit Truppen an der Absicherung solcher Sicherheitsgarantien beteiligen. Ist eine Friedenstruppe ohne die Amerikaner überhaupt sinnvoll und möglich? Und müssten sich auch deutsche Bundeswehrsoldaten oder könnten sie sich an einer solchen Friedenstruppe beteiligen? Wir als Europäer haben bereits bei unserem Treffen in Berlin, aber auch bei dem Treffen der Außenminister der NATO-Staaten in Brüssel deutlich gemacht, dass wir als Europäer für unsere eigene Sicherheit einstehen müssen, dass der Frieden aber dauerhaft nur erreicht werden kann, wenn wir als NATO-Partner, wenn wir mit unseren amerikanischen Freunden gemeinsam agieren. Und deswegen ist der intensive Austausch mit der neuen US-Administration so wichtig. Und deswegen war es auch so wichtig und richtig, dass wir uns in den vergangenen Monaten bereits intensiv als Europäer vorbereitet haben, Elemente der Friedenssicherung gemeinsam zu besprechen und vorzubereiten. Und diese Elemente umfassen unterschiedlichste Dinge. Berücksichtigt werden müssen Gebietsfragen, berücksichtigt werden müssen Sicherheitsgarantien, auch mit Blick auf eine Friedensmission berücksichtigt werden muss, die Möglichkeit einer NATO-Mitgliedschaft. Das sind unterschiedliche Elemente, aber der allerwichtigste Schritt ist, dass der russische Präsident, der dieses Desaster über Europa gebracht hat, endlich bereit ist, an den Verhandlungstisch zu kommen, damit wir den Weg des Friedens gemeinsam bestreiten können. Herr Delsner, verzeihen Sie, Herr. Die heutigen Gespräche zwischen Trump und Putin. Die Ukraine will Frieden, wir Europäer wollen Frieden, die Amerikaner wollen Frieden. Der Einzige, der sich diesem Frieden verweigert hat, war seit 3 Jahren der russische Präsident, der alle Schritte zum Frieden mit noch mehr Gewalt, mit noch mehr Terrorismus beantwortet hat. Und wenn der russische Präsident jetzt endlich zu der Einsicht käme, dass er dieses Desaster beenden sollte im Interesse des Friedens in ganz Europa, dann wäre das ein überfälliger Schritt. Diesen Weg, den müssen wir gemeinsam gehen, damit der Frieden nach Europa zurückkommt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Europäer in den letzten Tagen, in den letzten Monaten und auch in den nächsten Tagen immer wieder deutlich machen, Frieden kann es nur gemeinsam für uns alle geben, das heißt mit der Ukraine und mit den Europäern. In English. Will not include entrance to NATO and probably not the borders of 2014. If Ukraine agrees to that, is Europe ready to accept and go through with the agreement?
we have always underlined that it's about the territory and the sovereign integrity of Ukraine. And there can be no decision about Ukraine and without Ukraine. And therefore the elements of peace, which we have been discussing in the last months, has included Ukraine. This is why it was important for me when I invited for the Berlin meeting that also the Ukrainian foreign minister was there. This is why he is here also tonight. And it's also heavily important that Europe stands united and we are prepared for common negotiations. And again, there are different elements, but the most important step to reach these elements is the readiness of the Russian president, who has started this disaster of war over Europe, that he is ready to negotiate for peace. We have been ready for 3 years that Europe can live in peace again, and we have been preparing elements for peace within these last 3 years. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Regardez au milieu, derrière vous, il y a une image, c'est parfait. On a tout prévu, on est parfait. Bon, je suis très heureux, très honoré d'accueillir aujourd'hui au Quai d'Orsay mes collègues ministres des Affaires étrangères venus d'Allemagne, d'Italie, de Pologne, d'Espagne, du Royaume-Uni, de l'Ukraine et puis la haute représentante pour la politique étrangère de l'Union européenne pour évoquer un sujet majeur pour les Françaises et les Français qui est la sécurité européenne et la paix juste et durable que nous voulons pour l'Ukraine. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien parce que nous avons changé d'époque. C'est ce que le président de la République a exprimé dès 2017 dans son premier discours de la Sorbonne, avec la réorientation de la concentration stratégique des États-Unis vers le Pacifique. Nous perdons en Européens ce qui nous a servi de parapluie ou d'assurance vie pendant des décennies et qui nous a permis en quelque sorte de ne pas prendre en charge les coûts afférents à la sécurité de notre continent. Et puis plus récemment, en réalité il y a déjà 3 ans, la menace s'est manifestée d'une manière nouvelle avec la guerre d'agression russe en Ukraine qui a pris la forme d'une invasion à grande échelle, qui s'est ensuite hybridée et qui s'est installée dans tous les champs connus de la conflictualité, sur terre, sur mer, dans les airs, dans l'espace, dans le cyberespace, et qui enfin s'est internationalisée avec l'entrée en guerre de soldats venus de Corée du Nord. Tout cela appelle de la part des Européennes et des Européens, des pays qui se retrouvent aujourd'hui au Quai d'Orsay, une très forte unité et une très forte coordination. D'abord pour construire les conditions de notre propre sécurité. Ça a été à l'ordre du jour de la retraite qui a rassemblé les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays de l'Union européenne il y a quelques jours à Bruxelles, qui ont permis d'engager la discussion à la fois sur les besoins capacitaires que nous avons à combler pour assurer notre propre sécurité, et puis la discussion qui en découle, c'est-à-dire les moyens nouveaux que nous devons dégager pour répondre à ces besoins capacitaires. Et puis nous aborderons un peu plus tard dans la soirée avec notre collègue britannique et notre collègue ukrainien la question du soutien que nous apportons à l'Ukraine depuis 3 ans, parce que le combat des Ukrainiens, c'est aussi le nôtre, et la manière dont nous entendons peser dans les discussions qui s'ouvriront au moment où les Ukrainiens le jugeront pertinent, pour garantir en Ukraine et donc en Europe une paix juste et durable. Et dans ce contexte, les Européens seront appelés, bien évidemment, à poursuivre d'une autre manière le soutien qu'ils ont accordé à l'Ukraine, en apportant les conditions nécessaires à ce que cette paix soit durable. Puisque, je le rappelle,
Aujourd'hui, nous sommes 10 ans jour pour jour après un accord de paix qui avait été trouvé en Ukraine avec l'accord de Minsk. L'accord de Minsk qui avait prévu un cessez-le-feu, qui a été suivi par 19 autres cessez-le-feu, 20 cessez-le-feu qui ont été violés depuis cet accord de Minsk qui avait été trouvé il y a 10 ans. Si nous voulons que cela s'arrête, il faudra que l'accord qui soit trouvé soit entouré de garanties qui dissuadent une bonne fois pour toutes la menace de se déplacer toujours plus près de nous, la ligne de front de se déplacer vers l'ouest. Et c'est dans ce contexte que les Européens auront toute leur place à prendre. Ça sera au cœur des discussions que nous aurons ce soir. Le ministre de la Défense américain semble avoir déjà fixé des règles du jeu très claires aujourd'hui à Bruxelles. Qu'en pensez-vous? Ce que je pense, c'est que chacun a son rôle à jouer. Les États-Unis ont dit très clairement qu'ils entendaient exercer une pression supplémentaire sur Vladimir Poutine et la Russie pour l'amener à initier des discussions de paix, ou en tout cas à s'asseoir à la table des négociations. Les Européens, quant à eux, je le disais, auront toute leur place à prendre pour apporter les garanties de sécurité, sans abandonner pour autant, même si ça peut prendre un peu de temps, la perspective d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, qui est, encore aujourd'hui, la principale garantie de sécurité dont disposent les pays européens. Mais êtes-vous d'accord qu'il n'est pas réaliste cet entrée dans l'OTAN comme sortie de la guerre et qu'il n'est pas non plus réaliste de revenir aux frontières de 2014? Nous sommes très attachés à l'intégration euro-atlantique de l'Ukraine. C'est pourquoi la France, ainsi que d'autres pays qui nous retrouvent aujourd'hui au Quai d'Orsay, se mobilisent pour accompagner l'Ukraine dans son chemin vers l'adhésion à l'Union européenne. Et c'est pourquoi nous avons dit très clairement, le président de la République l'a dit, que nous étions favorables à ce qu'une invitation puisse être adressée à l'Ukraine. Mais même si une invitation était adressée à l'Ukraine, effectivement, c'est un processus, l'adhésion à l'OTAN, qui prend du temps. Et donc, dans la phase intermédiaire, il faudra néanmoins, si une paix est trouvée d'ici là, qu'elle puisse être garantie pour qu'elle soit à la fois juste et qu'elle soit durable. Et là encore, les Européens auront tout leur rôle à jouer. Oubliez les Ukrainiens renoncent, if the Ukrainians abandon their NATO ambition and the cession of territories, will Europe support that solution? Ce qui est en jeu avec cette guerre d'agression qui a bousculé l'ordre des choses depuis 3 ans et qui nous empêche de pouvoir espérer revenir au monde dans lequel nous vivions avant le 24 février 2022, c'est la sécurité des Européens, c'est le risque d'une guerre généralisée ou d'une guerre de grande ampleur sur le territoire de l'Union européenne alors qu'elle est déjà présente sur le continent européen. Et c'est pourquoi les discussions que nous allons avoir aujourd'hui doivent nous permettre de progresser dans la coordination et l'unité qui devra être celle des Européens pour dissuader une bonne fois pour toutes la menace et éviter qu'elle ne continue à se déplacer vers l'ouest comme elle l'a fait depuis 15 ans maintenant. Les Ukrainiens doivent-ils renoncer à leurs frontières d'avant 2014? Les Ukrainiens sont maîtres des paramètres de cette négociation de paix. C'est un peuple souverain, c'est un peuple qui doit pouvoir décider de son propre avenir et c'est à eux qu'il faudra, le moment venu, poser la question. Et comment l'Europe va imposer sa présence autour de table de négociation si M. Trump ne le veut pas? Il n'y aura aucune paix juste et durable en Ukraine sans la participation des Européens, que ce soit au sein de l'OTAN, à côté de l'OTAN, en complément de l'OTAN, pour que la paix soit durable, c'est-à-dire pour qu'on ne revienne pas 10 ans en arrière avec un cessez-le-feu qui aura été violé 20 fois avant d'ouvrir la voie à une invasion à grande échelle de l'Ukraine. Alors il faudra que les Européens puissent apporter leur concours. Et les Européens ne pourront pas apporter leur concours s'ils ne sont pas associés d'une manière ou d'une autre à la discussion. Et c'est pourquoi l'un des objectifs de cette réunion d'aujourd'hui, c'est de coordonner nos messages et les messages que nous adressons à notre niveau, celui des ministres des Affaires étrangères, au niveau de nos chefs d'État et de gouvernement, à l'administration américaine qui a décidé de s'engager pleinement dans la négociation. Oui, mais apparemment, M. Trump, il veut parler juste tête à tête avec Poutine. Donc, oui, vous savez, M. Trump a consacré à la France son premier déplacement international. Il était à Paris, aux côtés de Volodymyr Zelensky, sous les bons auspices du président de la République,
et c'est le premier échange officiel, si je puis dire, qu'il a eu après son élection. Cela montre bien quelle est son inclinaison naturelle, et ça montre bien sa compréhension qu'au fond, ce qui se joue, ça n'est pas seulement l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ça n'est pas simplement la sécurité du continent européen, c'est aussi et plus généralement l'avenir du droit international, parce qu'abandonner l'Ukraine, forcer l'Ukraine à la capitulation, ça serait consacrer définitivement la loi du plus fort et ce serait adresser une invitation à tous les despotes et les tyrans de la planète à envahir leurs voisins en toute impunité. Monsieur le ministre, est-ce que la France confirme sa position concernant l'envoi possible des troupes européennes en Ukraine, même sans Américains, tenant compte de ce que dit le secrétaire de la Défense aujourd'hui? La position de la France, s'agissant du soutien à l'effort de guerre ukrainien, vous la connaissez parfaitement, puisqu'elle a été affirmée de manière très claire par le président de la République au mois de février 2024, c'est-à-dire il y a un an. Nous ne fixons par avance aucune ligne rouge. Et nous assumons une certaine ambiguïté stratégique, c'est-à-dire que nous ne disons pas par avance ce que nous sommes prêts à faire, ce que nous ne sommes pas prêts à faire. Et ensuite, pour l'avenir, une fois, si je puis dire, la cessation des hostilités advenue, nous prendrons notre part avec les Européens, et c'est une discussion que nous allons poursuivre ce soir, pour garantir que cette paix soit durable. Parce que notre rôle et ma mission, c'est de faire en sorte que ce qui pourrait se produire en Ukraine, c'est-à-dire des discussions de paix, ne repartent pas le problème et ne conduisent pas la menace à s'amplifier encore et à déplacer la ligne de front toujours plus proche de l'Union européenne et toujours plus proche de la France, des Françaises et des Français. In your opinion, is Ukraine sufficiently involved in the peace talks? I mean, from U.S. side compared to the Russian side. I mean, how sufficiently Ukraine involved? If you compare it And Europe. Ce que je peux vous dire, c'est que si nous avons ce soir une discussion entre Européens avec les Britanniques et avec les Ukrainiens, ce n'est pas tout à fait un hasard, puisque ça fait suite à la réunion des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue il y a quelques jours à Bruxelles, et cela se tient quelques jours avant le triste anniversaire, le triste troisième anniversaire du début de la guerre d'agression russe en Ukraine, à un moment où effectivement l'administration américaine est en train de réfléchir à sa position sur le sujet. Cette réunion permettra de coordonner nos messages et de faire une démonstration à la fois d'unité mais aussi de volontarisme, parce que les Européens savent bien que c'est leur avenir qui est en jeu et que c'est leur sécurité qui est en jeu. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci.
tiene Madrid, yo es que no tengo tiempo de mandarlo ahora. O sea, que lo pidan a Madrid si quieren. Si me da tiempo se lo mando ahora, ¿eh? En nada se lo mando. El audio. Y en 2 minutos vienen los británicos. Pero van a hacer una declaración en final los británicos. O sea, ahora van a hablar. Van a hablar primero los británicos y luego los ucranianos. Après, il y a la photo de famille. Ah, mais pour le pied. Pour le pied, c'est pas cool. Mais la photo de famille, c'est pas cool, non? Mais la photo de famille, c'est pas cool, non? Ok. Mais moi, j'ai vu que c'était pour image, non? Non, 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 c'est pas. Non, non, faut bien regarder. Doorstep, c'est là qui. Ouais, ouais, mais après la photo de famille, ils disent. Non, 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 sinon, il faut bien regarder et regarder aussi. Comment ils disent le tour de table. Okay. C'est la même expression pour photo de famille. Okay. On va dire, moi, la photo de famille, ils me disent que c'est pour image. Oui, mais regarde ce que c'est marqué autour de table. C'est jamais marqué poule. Non, mais pour image, ça c'est pas poule. Bah si, maintenant c'est poule. Ça c'est poule. Il y a doorstep et il y a poule. Poule, c'est dans tout. Ok, ok. Antonio, gracias. Pardon. Pour la
avec moi devant, tu fais de là. Friends, we'll have Ukraine's foreign minister for a short statement and then we'll go. Hello, pleasure to welcome all of you. Today I am third time invited to attend this really important meeting, and I'm thankful to my friend Jean-Noël for this invitation. It means that Europe plays its active role in ensuring just and comprehensive, long-lasting peace for Ukraine. Ukraine's security and European security are indivisible, so it's a good opportunity to have friendly, as always, open discussions on most important issues, with regard of the most important pending issues. Of course, I will brief my colleagues about the recent situation, current situation at the battlefield. Of course, we will focus on security guarantees, and of course, we will focus on the issues, how to raise the price for Russia to continue this brutal aggression against Ukraine. And I would like to remind that on the 24th of February, we will mark 30 years of this brutal Russian aggression against Ukraine. And it's not only about against Ukraine, it's against our common values. It's about world order, against world order based on international law and the principles of UN Charter. Thanks. Пане міністре, а можете відреагувати, будь ласка, на сьогоднішню розмову Трампа? Thank you. For what? Ah, bon.